Bonjour à tous. Je voulais commencer mon voyage en Jordanie par une image forte, celle du Wadi Rum, sûrement l'un des déserts les plus beaux au monde. La Jordanie est un pays à part, une bulle de stabilité dans une région tourmentée, un pays au carrefour des civilisations, de l'histoire et plus récemment de l'économie qu'il me tarde de découvrir avec vous aujourd'hui. Vous êtes donc tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles pour un voyage exceptionnel en Jordanie. C'est parti. La Jordanie, c'est la promesse d'un voyage où tout est compris. Enchanté. Des eaux turquoises de la mer Rouge La vraie richesse de la mer Rouge, elle est sous l'eau. aux montagnes du Wadi Rum. C'est des paysages qui inspirent à la fois beaucoup de sérénité et beaucoup d'humilité. Mais c'est aussi un voyage dans le temps. C'est encore plus beau que dans mon imaginaire. Dans ce pays d'hommes fiers, ce sont finalement les femmes qui vont surprendre notre voyageur, qui va en voir de toutes les couleurs. Je suis la première femme plombier de Jordanie. Tout le monde chante. C'est une symphonie. On se croirait sur Mars, mais c'est Raphaël qui ressemble à un extraterrestre. C'est le gel local. Salam alaikum. C'est pas mal la mer morte. Avant de rejoindre le désert, Raphaël commence son périple à Aqaba, au bord de la mer Rouge. Salut. Bonjour Captain Saad. Comment vas-tu, Raphaël? Très très bien. Bienvenue en Jordanie. Oui, merci. Es-tu prêt à explorer Aqaba vue du ciel aujourd'hui? Bien sûr, mais ça souffle beaucoup aujourd'hui quand même, non? Ne sois pas inquiet, cet avion est stable en règle générale. Si on t'appelle capitaine, c'est que tu as commencé ta carrière dans l'armée? J'étais pilote de l'Air Force depuis 1988. J'ai rejoint l'armée de l'air jordanienne et maintenant je travaille avec le Club Royal Aéronautique de Jordanie pour les vols découvertes sur la mer Morte, Aqaba et le Wadi Rum. D'accord. Super. Prêt à décoller? Allez, c'est parti. On vole maintenant. Génial. Saad, c'est quoi la feuille de route aujourd'hui? On vole au-dessus d'Aqaba, une petite ville située à l'extrême sud-ouest de la Jordanie. Sa position est vraiment unique, entourée par les montagnes, la mer, et aussi très proche de trois pays, l'Israël, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Donc d'un côté Aqaba en Jordanie, de l'autre côté Eilat en Israël. Oui, c'est une ville israélienne, très proche l'une de l'autre. Environ 5 km les séparent. Et là c'est un point stratégique parce que c'est très important d'avoir une entrée sur la mer pour le commerce. Pour la Jordanie, c'est le seul port. La plupart de nos imports-exports passent par Aqaba. C'est sublime. Je regarde à gauche et je vois les fonds sous-marins, les coraux, la mer transparente et à ma droite, les montagnes, le désert. Ces deux éléments qui se mélangent ici à Aqaba. C'est extraordinaire, vraiment. Merci de m'offrir ce panorama. Comment est-ce que tu dis welcome en français? Tu es le bienvenu. Bon, gardons welcome. Welcome. La majeure partie du royaume de Jordanie est constituée d'un immense désert. Cette terre ocre, toutes les caravanes l'ont foulée. Les marchands de l'Antiquité, les légionnaires romains, les armées musulmanes ou les chevaliers croisés, Laurence d'Arabie en meneur de révolte arabe et Indiana Jones dans sa dernière croisade. Tous ont emprunté cette route des rois. Du nord au sud de la Jordanie, elle a convoyé les denrées et les hommes entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Aujourd'hui, de nouveaux rois arpentent encore cette route. Regarde cette vallée. En général, quand elles sont larges, comme ici, les dangers sont moindres. Mais plus tu t'enfonces, plus le chemin devient étroit.
Ces jeunes rêvent de devenir guides comme Salam, qui a inauguré de nombreux chemins de randonnée. Depuis 30 ans, la monarchie jordanienne s'est ouverte au tourisme et elle recèle de nombreux joyaux. Ça nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour ouvrir les chemins pour les suivants. On ne peut pas oublier parce que c'était des fois des moments très difficiles. Des fois, on est parti juste avec un peu d'eau, un peu de la farine, quelques dates et c'était tout, quoi. Ouvrir le chemin pour tous les suivants, ça nous a rendus très fiers. On a achevé quelque chose. Pourquoi on l'a appelée la route des rois? Cette région était divisée en 3 royaumes. 3 petits royaumes que cette route traversait. C'est pour cela qu'on l'a appelée la route des rois. Mohamed, ce jeune bédouin, a été le premier Jordanien à traverser son pays à pied. 650 km sur la route des rois. Bien sûr, je marche depuis que je suis tout petit. J'ai grandi en marchant. Je marchais dans la montagne avec mes moutons, j'étais berger. J'ai éprouvé des émotions très fortes en marchant sur cette route. J'étais content et excité à l'idée de marcher et de découvrir tous les jours de nouvelles choses. Ce trajet a changé ma vie. Pour le mieux, je crois. À l'avenir, j'espère devenir un guide accompli. Ça, c'est le pain de notre pays. Celui des gens du désert. Ce désert régit 80% du royaume. Ces premiers rois étaient les chefs des tribus bédouines. Aujourd'hui, les 4x4 ont supplanté les dromadaires, mais les Jordaniens préservent leur tradition nomade. Vas-y, sors-le. Comme autrefois, l'agneau cuit dans le sable pendant 4 heures. Mais les rois du désert ont pris des airs de pacha, comme Sijal, un riche commerçant. Je voudrais un morceau de viande très tendre. Tendre? Oui, de l'intérieur, côté poitrine. Le désert? Non, le désert ne nous a rien donné. Les Jordaniens ont appris à s'adapter au désert. S'adapter, c'est apprendre à vivre dans cet environnement hostile. Pourtant, dans cette vallée de lune, un petit miracle a bien eu lieu. Et ce n'est pas le résultat d'un phénomène surnaturel ou d'une présence extraterrestre. À quelques kilomètres de la frontière, on retrouve Sijal au travail. Il dirige cette gigantesque ferme qui pousse au milieu du désert. Je suis allé dans des fermes partout, dans le monde entier. Des fermes impressionnantes. Mais celle-ci, c'est pour moi la plus impressionnante. Vous pouvez voir à quel point la verdure jaillit en plein désert. Un empire vert en plein désert. Car sous l'apparente poussière se cache une vaste réserve d'eau souterraine. C'est la plus grande ferme du pays et elle produit la plus grande partie des fruits et légumes de Jordanie. On fait pousser des pommes de terre et des oignons dans cette partie de la ferme. Et ici, on a des pastèques, des pommes de terre, du maïs, des oignons. Et la troisième partie de la ferme est le verger. Cette branche, tu crois qu'elle va supporter 1 ou 2 fruits? Un là et un là, si Dieu le veut. Ce trésor appartient à la première fortune du pays. Selon les saisons et la concurrence, ces récoltes s'exportent dans le sud de l'Europe ou dans le Golfe. La Jordanie a toujours été un pont de communication entre l'Est et l'Ouest. Depuis que feu notre roi Hussein a signé un traité de paix avec Israël en 1994, ceci a rendu la Jordanie stable politiquement et pour cette raison, elle attire les investissements du monde entier. Aujourd'hui, dans une région agitée, la Jordanie fait office de havre de paix, avec une route des rois pacifiée.
Salam alaikum, Omar. Ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Très très bien. Je viens de faire un vol en ULM au-dessus de la région. J'ai vu à quel point la mer était transparente. Et du coup, je suis très heureux de pouvoir la découvrir avec toi aujourd'hui. C'est vraiment très joli. Je peux te donner un briefing pour la plongée, ce que nous allons faire maintenant. Viens avec moi voir la carte, juste là. Ouais, montre-moi, on est où? Nous allons observer la zone du jardin de corail, puis nous irons vers l'épave. C'est un navire libanais qui a été volontairement coulé il y a 30 ans pour devenir un récif artificiel pour les plongeurs. Les coraux ont besoin de quelque chose de solide pour grandir. Donc c'est très bon ce récif artificiel pour les nouveaux coraux. C'est comme une maison maintenant, pour des milliers de créatures et de poissons. Moi, je suis prêt. Ok. Yes. Yalla. Yalla, yalla. Yalla, yalla. C'est parti. Ok. Il fait très chaud aujourd'hui. Ouais. Et la température de l'eau, elle est à combien? L'eau est à 22-23 degrés ces jours-ci. Oh, c'est bien ça. Ça fait longtemps que tu plonges dans la mer Rouge? Oui, j'ai commencé à plonger il y a 20 ans. Mon père a été le premier moniteur de plongée en Jordanie. Il était dans la marine militaire. Enfant, on était habitué à venir ici avec lui pour nager à la plage et on a débuté notre passion pour la plongée. Et c'est à quel âge? À 11 ans, j'ai fait ma première plongée. Wow. Juste ici. C'est mon premier site de plongée. Ah, c'est ta première piscine. Sublime. Ce qui m'a le plus impressionné, en plus des coraux et des poissons, c'est cette carcasse immense de cargo qui se dévoile petit à petit. Et je pensais pas que ça serait aussi gros. Tu peux voir ce récif de corail à 30 ans. Tu as vu comme le corail a grandi? Ouais. Il y a des endroits, le corail a grandi d'1 centimètre en une année. Parce qu'au final, la vraie richesse de la mer Rouge, elle est sous l'eau. C'est pourquoi nous devons protéger notre environnement. On doit arrêter la pêche ou les gens qui prennent des coraux et les abîment. Merci beaucoup Omar. Et j'espère qu'avec ton frère, vous allez continuer à protéger ce site formidable. Et qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir prendre autant de plaisir que moi aujourd'hui. Shukran. Merci beaucoup. Venez par ici. Salam alaikum. Comment ça va? Salam alaikum. Bonjour, ça va? Ça va?
La pêche était bonne? Ah oui, ça va. Grâce à Dieu, oui. Ouais. Ça a été. On pêche quoi ici? En ce moment, on pêche du thon. Ouais. C'est la bonne période pour en attraper. On pêche aussi des crevettes. Et de la petite friture aussi. De la petite friture, comme les dorades par exemple. Mais ça devient compliqué avec les va-et-vient des gros bateaux du port d'Aqaba qui font fuir les poissons. Ouais. Vous connaissez un bon endroit pour goûter le poisson à la mode Aqaba? Oui, il y a plusieurs restos, juste ici, où on peut manger du poisson local. Moi j'en possède un. Ouais. Mais il est un peu plus loin dans la ville. Je peux venir chez toi ou chez toi? Non, on va chez lui. Pourquoi pas chez toi? Pourquoi? Ma femme ne va pas être contente. Ah d'accord. C'est comme vous voulez. Hein. Bon, allez, viens chez moi. Chez toi? C'est le meilleur cuisinier? Oui, il a une belle cuisine. Choukran. Il n'y a pas de quoi. Choukran. Et sois le bienvenu chez nous en Jordanie, vraiment. Merci beaucoup. Bon allez, je te suis. Allez, serrons-nous la main aussi. Ouais. Oula. Voici ma cuisine. Voici Hassan, qui prépare le thon qu'on va cuire sur le grill. Comment tu vas préparer le thon? On va cuire et ajouter des épices, des poivrons rouges et noirs, des oignons, quelques légumes, et ensuite on va mélanger tout ça avec le poisson. Voilà, c'est comme ça qu'on cuisine le thon à Aqaba. Super. Et il y a des requins ici ou pas? Il y a des requins? Oui, oui, il y en a. Ce requin, c'est nous qui l'avons pêché. Ah oui, il y a de la pêche au gros aussi. Et celui-ci, qui est immense, a été pêché par mon frère et son fils. Et il pesait 260 kilos. C'est énorme. Oui, c'était un requin blanc. Le plus gros et le plus dangereux de tous les requins. Bon, allez. Ok. La couleur du thon, on sent qu'il est frais. Hein. Yeah. Ok. Alors t'as directement la plancha. T'en as fait pour un régiment là. Moi je m'occupe des légumes. Ça me rend heureux. Bah on l'est tous les deux. Ah. Elle va du mollo hein, sur l'huile. Oh là, on met un peu d'épices. Il y a combien d'épices dedans? Il y a 5 types d'épices là-dedans. Des blanches et des noires. C'est quoi? Ça donne au poisson un goût encore meilleur. Allez, mais ouais, mais on y va. On aime ça, c'est le goût, quoi. C'est encore important dans l'économie locale, la pêche, ici à Aqaba. Oui, il faut garder cette tradition de pêche à Aqaba. Parce que la plupart des gens ici aiment le poisson frais, aiment le poisson de la mer Rouge. Avant, 400 familles vivaient de la pêche à Aqaba. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 60. Et sans la pêche, ils ne pourraient pas subsister, parce qu'ils n'ont pas d'autres revenus. Est-ce que tu connaîtrais une chanson jordanienne? Parce que moi, quand je cuisine, j'adore chanter. Donc si tu pouvais m'en apprendre une. Ah. Il est temps de goûter. Yeah. Very good. Oh, c'est bon. C'est épicé comme il faut. C'est tendre. Good. Aqaba. Ok. Aqaba. 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 Bon, allez, faut aller en proposer aux autres, là. Sur cette terre promise, l'eau est sacrée. Jésus aurait été baptisé sur les rives du Jourdain. En 2015, l'UNESCO a statué. Jean le Baptiste aurait immergé le Christ ici, en Jordanie.
Depuis, toutes les églises de la chrétienté veulent hisser leur croix sur le lieu du baptême, entrée au patrimoine mondial. Juste en face, ces pèlerins en blanc sont en Israël. Les bouées marquent la frontière. L'État juif conteste la décision de l'UNESCO. Pour lui, le site du baptême serait sur la rive israélienne du Jourdain. Je vais l'emmener au Canada pour offrir. Ça a de l'importance quand la rivière est à 9000 km. Cette famille jordanienne vit outre-Atlantique. C'est vraiment spirituel, renversant. Ces croyants viennent ici, comme nous les musulmans, on viendrait à la Mecque. C'est unique, que ce soit pour Jésus, pour les frontières, la Palestine, la Jordanie, Jean le Baptiste. C'est spécial pour tant de raisons. Comme on dit, c'est le casse-tête arabe. Deux rives et une frontière bien gardée. Ici, chaque goutte vaut de l'or. Elles sont aussi sacrées que disputées. Le Jourdain est la principale source d'eau douce de la région. Il prend sa source au Liban et se jette dans la mer Morte. Seulement, en chemin, le fleuve n'est plus qu'un maigre ruisseau. Surexploité et détourné d'un pays à l'autre, il se vide. Au loin, à l'horizon, ce sont les cerfs de la vallée du Jourdain. L'eau a été domestiquée pour permettre une culture plus raisonnée. Mais tout autour, c'est le désert. La Jordanie est le deuxième pays le plus pauvre en eau de la planète. Hassan vit sur cette terre, à côté de la mer Morte, depuis 1985. C'est la fin du printemps. Ses moutons ont agnelé. Dans peu de temps, il partira avec sa famille vers les montagnes, plus au nord. À l'époque, il y avait beaucoup d'eau. Beaucoup plus que maintenant. Il y avait des sources et des ruisseaux qui se sont taris. Ça a tellement diminué. Ils ont bien essayé de creuser plus profond, mais il n'y a que de l'eau salée. Parfois, Hassan offre ses prières à la pluie. Le Coran lui en dédie une. Le vert est la couleur de l'islam, de l'espoir et du petit camion d'Hassan. Vas-y, vas-y, recule. Arrête. Aujourd'hui, on va chercher de l'eau. Et demain, à la même heure, on ira encore chercher de l'eau. Allez, on lève. En juillet et en août, on peut y aller 2 à 3 fois par jour. Au mieux, l'aller-retour au puits prendra 1 heure à Hassan, s'il n'y a pas la queue à la station-service de l'eau. Je viens au réservoir pour le troupeau. Mais il y a aussi des citernes, et là-bas, il y a un autre réservoir comme celui-là. Stop, stop, ça déborde! L'eau courante est rationnée par endroits. Les camions verts et les citernes font circuler l'eau chaque jour dans les villages et les villes pour les particuliers ou les entreprises. Les quartiers d'Amman sont approvisionnés 1 fois par semaine. L'eau est stockée et sur les toits d'Amman, on voit pousser des milliers de réservoirs. Aujourd'hui, c'est tournée de nettoyage pour cette brigade bleue. Tu l'enlèves et maintenant tu le fais descendre. Mission, nettoyer les cuves sans les vider. Objectif, limiter le gaspillage. Je suis la première femme plombier de Jordanie. C'est une très grande fierté pour moi. Pour économiser l'eau, j'ai voulu apprendre la plomberie. Le manque d'eau est un problème vraiment préoccupant ici. Je pense qu'il faut sensibiliser les femmes des foyers, parce que c'est elles finalement qui consomment le plus d'eau dans le pays. Kuala forme des femmes à la plomberie dans tout le pays. Depuis 2007, elle en a accompagné 150.
Depuis, les Blouses Bleues se sont organisées en coopérative. Elles veulent dessiner un cycle vertueux, sensibiliser les femmes pour qu'elles éduquent leurs enfants à économiser l'eau. Dans notre société conservatrice, on n'accepte pas qu'un homme étranger au foyer rentre à la maison si la femme est toute seule. Donc, on a eu cette idée qu'une femme plombier puisse aller chez une autre femme pour réparer les fuites d'eau sans attendre la présence d'un homme à la maison. Salut! Oh, ça fait mal! Rana a fait cette formation après son échec au bac. Elle a essayé le maquillage, l'informatique et le design. Elle a préféré la plomberie. Au début, ma famille était choquée à l'idée que je change des robinets. Ils n'étaient pas d'accord. Mais lorsque j'ai commencé à travailler à la maison et chez les voisins, en appliquant ce que j'avais appris pour économiser l'eau, ils ont accepté que je travaille. Aujourd'hui, tout se passe bien. En Jordanie, la population augmente et la pénurie d'eau s'annonce. Des projets de dessalement des eaux de la mer Morte sont aujourd'hui à l'étude. Bonjour Zenab. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Ouais, très bien, merci. Faut que je te remercie parce que tu m'as donné rendez-vous à 6 h du matin. Il est très tôt, mais c'est extraordinaire. Ce passage pour arriver à Petra, il est naturel ou il a été construit par l'homme? Ce défilé est naturel, mais il était trop étroit. Et les Nabatéens ont fait un travail colossal pour l'élargir. Mais c'est l'eau qui l'avait creusé. La civilisation nabatéenne, ça correspond à quel siècle dans l'histoire? L'apogée de la civilisation nabatéenne date du 1er siècle après Jésus-Christ. Petra était considérée comme un carrefour commercial et quiconque voulait passer ou faire du commerce devait passer par Petra. Ce que j'aime bien dans ce défilé, c'est que à chaque tournant, on attend de voir Petra. Oui, et quand tu vas découvrir le trésor, ça va être une surprise. C'est extraordinaire. C'est encore plus beau que dans mon imaginaire. Encore plus grand, plus puissant. C'est quand même un travail extraordinaire d'avoir sculpté ce monument dans la roche. Pourquoi on l'appelle le trésor? Ce sont les gens qui habitaient ici qui ont appelé cet endroit le trésor. Ils pensaient que la jarre qui se trouve en hauteur était remplie d'or et d'argent. Mais c'est un tombeau nabatéen. On pense que c'est celui du roi Alaret IV. On voit que ce tombeau a été influencé par plusieurs civilisations, égyptiennes, grecques.
Ici, on voit qu'il y a beaucoup de petits tombeaux pour des personnes avec un statut inférieur dans la ville. Mais par exemple, il y a des tombeaux plus grands qui montrent que ce sont pour des personnes plus importantes. C'est encore plus beau quand on prend de la hauteur. On est bientôt arrivé. Oui. Ça valait le coup de monter 653 marches exactement parce qu'on a une vue à 360 degrés. D'ici, tu peux voir un village au loin où je vis actuellement. Il s'appelle Hum Sahun. C'est là où tu es née, la ville moderne? Non, je suis née sur le site de Petra. Attends, tu es en train de me dire que tu es née ici, à Petra, dans le site antique de Petra? Oui, jusqu'en 1984, nous, les enfants de la tribu Bedoul, on habitait ici à Petra. C'est incroyable. Et en 1984, quand Petra a été inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, nous avons dû quitter cet endroit pour protéger ce monument historique. On arrive à ma grotte. C'est là où tu es née? Oui. C'est fou de se dire qu'il y a à peine 30 ans, les gens vivaient dans des grottes, ici. Ici, c'était la pièce principale où l'on vivait. En hiver, on s'asseyait ici, autour du feu. Et en été, on s'installait dehors. L'utilisation de la grotte, c'était surtout en hiver, parce qu'il faisait froid. Et qu'est-ce que tu ressens en revenant ici, chez toi? J'ai un sentiment nostalgique. C'est pour ça que j'aime revenir de temps en temps ici. Je ressens toujours la présence de mon père et de mon frère. Raphaël. Salam alaikum. Comment ça va, Aboulafi? Salam. Ça va. Bienvenue. Enchanté. Ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Tu veux boire un thé? Oui. D'accord. Merci pour le thé, Aboulafi. Choukran. De rien. Bienvenue. Tu connaîtrais pas un bon endroit pour admirer le coucher de soleil? Il y a un endroit très haut et très beau pour aller voir le coucher de soleil. Il faut monter 800 marches. 800 marches? Tu sais, quand j'étais jeune, je montais là-bas 5 à 6 fois par jour. Tout là-haut, il y a un monastère. Je vais aller retrouver mes enfants, mais on se retrouve ce soir. D'accord. Ok. Là, 800 marches quand même. Allez, choukran. À tout à l'heure. Voilà, c'est bien.
Bonsoir Zainab. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Très bien. C'est ton fils? Oui, Mohamed. Oui. Bonsoir. Raphaël. Nous sommes en train de mettre les bougies devant le trésor. Parce qu'on aime cette ambiance devant le trésor, la nuit, et les touristes aussi. Il y en a combien? À peu près 500. D'accord, oui, il y a du boulot. C'est la première fois que tu viens à Petra de nuit? Oui, c'est une belle expérience. C'est calme et je m'y sens bien. Ouais. Quand je vois toutes ces bougies, ça me donne envie de faire un vœu. Qu'est-ce que tu ferais comme vœu, toi? Je souhaite qu'il y ait la paix dans le monde et que les enfants de mon âge vivent en paix et d'arrêter la guerre dans le monde. Je voulais vraiment te remercier pour cette journée exceptionnelle et pour tout le temps que tu m'as accordé. Encore merci, vraiment. Merci à toi d'être venu ici, à Petra et en Jordanie. Shukran. De rien. À l'image de Petra, carrefour commercial de l'Antiquité, la Jordanie a depuis des siècles accueilli de nombreux peuples et civilisations. Terre de passage, le royaume a une tradition d'hospitalité. Et aujourd'hui, presque 80% des habitants portent une histoire d'exil. Comme Sa Majesté la reine Rania de Jordanie. Aujourd'hui, elle visite l'Institut du Design. Ici, on parle anglais car les étudiants viennent de différents pays comme le Liban ou encore l'Italie. C'est magnifique. Merci. Il faudra me dessiner une robe. J'adorerais. La reine, elle, est née au Koweït dans une famille palestinienne. Pourtant, elle incarne aujourd'hui la Jordanie à l'étranger, le plus beau des symboles pour ce pays qui se revendique terre d'immigration. Aujourd'hui, le pays accueille plus d'1,5 million de Syriens. À Zaatari, à 15 km de la Syrie, ils sont 80 000 en exil. Qui peut me citer la capitale du Liban? Beyrouth, oui, applaudissez-le. Depuis 4 ans, les enfants vivent à Zaatari. Comme leur instituteur, ils ont fui la Syrie. Par le passé, le Levant était un territoire très important. Il regroupait la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. Fertile, il a été le berceau de l'agriculture et des religions. Toutes les civilisations ont emprunté ces routes commerciales. Le Levant n'était qu'un seul et même territoire. Son peuple ne faisait qu'un. Aujourd'hui, malgré les différences de religion, nous sommes encore frères. Nous ne formons qu'un seul peuple. De vague en mouvement, la Jordanie a accueilli le monde. Les Irakiens fuyant la première puis la deuxième guerre du Golfe, tout comme les Palestiniens en exode depuis 1948, depuis la première guerre israélo-arabe. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population serait palestinienne. La Jordanie leur a accordé la citoyenneté. Dans l'exil de toutes les nations, la Jordanie a écrit son histoire. Montasser est une artiste du henné très populaire. Depuis quand vous faites du henné en Jordanie? Ça va faire 20 ans, grâce à Dieu. Vous êtes retourné au Soudan depuis votre arrivée ici? Non, avant j'étais à Bagdad. J'étais sage-femme. Quand je suis arrivée ici, j'ai changé de métier. Je porte en moi quelque chose de tous les pays où je suis passée. En Jordanie, en Irak, au Soudan, en Égypte, j'ai appris de tous ces pays. Nous avons nos racines en Palestine, mais nous sommes jordaniennes. C'est magnifique. Nous sommes un mix de cultures. Ça donne aux gens quelque chose de spécial. Je ne sais quoi. Oui, ça rend la Jordanie si spéciale. Chaque personne qui s'installe ici lui donne quelque chose d'unique.
Sarah et Hala sont designeuses et très en vogue. Ces deux sœurs sont nées en Jordanie. Elles sont palestiniennes par leur père et égyptiennes par leur mère. Leur père est arrivé de Palestine à l'âge de 3 ans. Avec sa famille, il vivait dans un camp de réfugiés. À 7 ans, il travaillait pour un charpentier et depuis, il a bâti un empire dans l'imprimerie. C'est incroyable. On fait la glace traditionnelle de Syrie. Hamza faisait les mêmes gestes dans le souk de Damas. Avec le conflit syrien, le glacier a ouvert une boutique à Amman. Pour moi, la Jordanie est un endroit parfait pour recommencer à zéro. Quiconque possède un savoir-faire peut l'amener ici en Jordanie et s'en sortir. Comme ces gars qui sont venus avec leur glace. Elle est si différente de celle qu'on a en Jordanie. Il y a de la place pour ceux qui veulent venir et entreprendre. La Jordanie était déjà peuplée avant d'exister. Née sur les décombres de l'Empire ottoman, ses frontières actuelles ont moins d'un siècle. Salam alaikum. Salam alaikum. J'aimerais bien aller à la mer Morte, s'il vous plaît. Yalla, ماشي. اطلع تفضل. Merci. أنت من أي بلد حضرتك؟ Where are you from? Je suis français. Français. Bienvenue en Jordanie. Vous parlez français? Oui, je parle un peu, ouais. Vous voulez aller à la mer Morte, c'est ça? Oui, c'est à combien de temps à peu près? C'est une demi-heure à peu près en voiture. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle la mer Morte? On l'appelle la mer Morte parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien qui vit dedans. Parce qu'elle est très salée. Ouais. C'est 30% de sel là-bas. Bonjour. Bonjour. Morning. Ça va? Ça va bien. Ouais. C'est la première fois que tu viens à la mer Morte? Oui. Donc maintenant tu es officiellement à 420 mètres en dessous du niveau de la mer. De ce bord à l'autre, il y a environ 7 km. Et du nord au sud, il y a 36 km. Et en face, c'est Israël. Oui. Tu dois pas avoir beaucoup de boulot parce que ici, personne ne peut se noyer. Oui, en fait, ici, c'est différent de la mer normale, car il y a 36% de sel dans l'eau. Et donc, un humain ne peut pas couler. Mais ce qui peut être dangereux, c'est si l'eau entre en contact avec ta bouche ou tes yeux. Car c'est très salé, donc on doit être très attentif, spécialement avec les gens dont c'est la première fois. Alors justement, c'est ma première fois. Comment on fait? La première chose, c'est de porter des chaussures, parce que le sel recouvre entièrement les pierres, particulièrement en hiver, et donc c'est aussi coupant que du cristal. Tu dois rester 10-15 minutes dans l'eau, et après, tu dois t'enduire debout. C'est plein de minéraux, très bons pour la peau et aussi pour les cheveux, car je vois que tu aurais besoin de faire repousser un peu tes cheveux. Je peux voir en dessous de ton chapeau? Ouais. Tu peux en mettre un peu plus toi aussi. J'en mets, mais il faut que j'en mette plus à l'arrière. Ouais, j'y vais. Au niveau du style, c'est pas mal la mer Morte. On la brasse. C'est pas que je me bois la tasse, mais ça brûle. Ouvre et ferme. Ça brûle. À la moindre goutte. Ah, j'ai hyper mal au goût.
comment t'expliques que cette mer ait perdu 30% de sa superficie en 50 ans? Chaque année, on perd 2 mètres. Avec les températures qui augmentent, nous n'avons plus assez de pluie qui redescend des vallées jordaniennes. Les études montrent que la mer Morte devrait disparaître en 2050. Et donc le gouvernement travaille sur un nouveau projet qui consisterait à relier la mer Morte à la mer Rouge. Autrement, nous la perdrons. Donc on doit travailler là-dessus et nous travaillons dessus. Maison sur tes tempes dégarnies. C'est le gel local. C'est sympa ça. Et au lieu de t'enduire de la boue comme ça, si tu veux, on a une piscine de boue. Ok. Allez, check. Go. C'est cool. Ouch. Ok. Il fallait que j'en mette aussi. Shukran. Merci. Je peux goûter un tout petit peu? Ah, merci beaucoup, shukran. Bonjour. Hey, Ali, tu d'accord? Ça va? Good, yeah. Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses d'Amman? Ah, c'est super, je viens d'arriver. On se bouscule, c'est coloré, c'est épicé. Mais j'ai l'impression que la ville est très étendue et elle s'articule comment? Amman est construite au milieu des montagnes. Et la vieille ville est le cœur où tout le monde se retrouve. Tu es chanceux de commencer par la vieille ville, car c'est un peu le véritable visage d'Amman. Et on peut avoir un point de vue un peu de hauteur pour se rendre compte de l'étendue de la ville? Bien sûr, car on appelle Amman la ville aux 1000 points de vue. D'accord, ok. Bon, bah je te suis, Ali. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu préfères à Amman? Pour moi, Amman est une ville très simple et très humble. Par exemple, au niveau historique, elle n'est pas très vieille, moins de 100 ans. En même temps qu'elle évolue, elle change tout le temps. Ici se retrouvent des gens avec différents vécus, différentes origines. Ce que j'aime le plus avec Amman, c'est qu'elle ne s'impose pas à toi. Tu peux choisir de vivre ton propre style de vie. Ah oui, là on se rend bien compte. Tu peux m'expliquer comment s'articule la ville entre les différents quartiers, les différentes collines? Là, c'est Jabal Amman. En face de nous? C'est le quartier riche. Par exemple, le roi Hussein est né dans l'une de ces maisons. Ensuite, il y a la montagne où nous sommes, Jabal Webdeh. C'est le quartier des artistes, des écrivains, etc. Et là-bas, Oui, la colline juste là. c'est la citadelle. On dit qu'elle a été construite par Hercule. C'est Jabal Khala, qui veut dire la montagne du château. Ce qui me frappe le plus, c'est l'étendue de la ville. Et il n'y a pas de building ni de grandes tours. Oui, ce n'est pas surpeuplé. Il y a entre 3 et 4 millions d'habitants. Tu peux comparer avec la ville du Caire en Égypte, qui a 30 millions d'habitants pour quasiment la même surface. Là, tu vois, je commence à comprendre mieux comment est articulée la ville. Avec cette lumière. Parfait.
Semoule, fleurs d'oranger, pois chiches, agneaux. Ici, les caravanes venues d'Inde et chargées d'épices ont rencontré celles qui transportaient le riz égyptien vers l'Europe. De passage en influence, la Jordanie s'est nourrie. Aujourd'hui, sa cuisine rassemble le pays. Oh, c'est parfait. C'est bon, juste ces 3 boîtes. Ici, c'est le paradis des enfants. Petite, mon grand-père m'emmenait dans un endroit comme celui-là. À chaque fois que j'allais chez lui, j'étais impatiente. Je lui disais, on y va, on y va. Maria est chef. Elle a étudié au Canada et travaillé à Londres. Puis elle est revenue à la maison en Jordanie pour donner des cours de cuisine. Il a gagné. Le meilleur rabatteur est derrière moi. Et le deuxième, il est là. Tout le monde chante. C'est une symphonie. Dans notre pays, la cuisine, c'est fondamental. On se lève et on partage le petit déjeuner en famille. On mange des falafels, des fèves, du hummus. Ici, au Moyen-Orient, on dit qu'il faut manger un petit déjeuner de roi, un déjeuner de princesse et un dîner de mendiant. C'est en nous, on s'assoit en famille pour manger. C'est l'heure du déjeuner. Maria rentre à Waïbé, l'un des plus vieux quartiers d'Amman. Et comme il se doit, autour de la table, il y a les princesses et le petit prince de la famille. Je te sers à manger. Tu veux du poulet? Notre cuisine est pleine d'épices. Même lorsque mon fils était bébé, je mettais des épices dans ses bouillies. Son palais appréciait déjà nos saveurs. Vous voyez, il comprend. Tu es d'accord avec maman? Avec son fils, sa mère et sa tante, Maria déjeune sur la terrasse de sa grand-mère. De l'autre côté des escaliers, c'était la maison de Najla, son arrière-grand-mère. Elle était très connue pour sa cuisine. Et bien sûr, elle a transmis ses recettes à ma mère, qui nous les a transmises à son tour. Quand on allait chez elle, elle nous disait toujours « Viens, je vais t'apprendre à cuisiner », au lieu de faire des choses futiles. La maison est remplie de portraits de famille, des histoires de cuisine, de femmes qui se sont transmis le goût de l'Orient. On va commencer par faire du pain arabe. Maria y donne maintenant des cours de cuisine fait maison. C'est la technique jordanienne. Donc tu fais ça, tu pousses, tu refermes. Qu'elle donne ou qu'elle offre, la main orientale se fait généreuse. La nourriture du Moyen-Orient, elle vient avec le cœur aussi, et ça c'est quelque chose qui se voit et qui se sent dans le goût. En mangeant avec les doigts, on accroît les sensations de plaisir. Et donc par conséquent, beaucoup de nourriture du Moyen-Orient, on mange avec les doigts. Attendez un peu. Tout doucement. Ici, au Moyen-Orient, si tu veux montrer à quelqu'un que tu l'aimes, tu le nourris. Si tu veux montrer à quelqu'un que tu es là, tu le nourris. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours en train de manger, de partager quelque chose. Qu'importe l'occasion, la nourriture nous réunit. Et finalement, c'est elle qui fait la Jordanie. Comment on pourrait définir ton travail? T'es photographe, designer, calligraphe? Je suis calligraphe et je gagne ma vie en créant des nouvelles typographies. Mais j'aime aussi explorer de nouvelles formes d'expression. Et je pense que la calligraphie peut trouver sa place dans d'autres formes d'art. J'aime bien le son sur le papier.
avec les gestes assurés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie Paris, Amman. D'accord. Et tu travailles sur un projet en particulier en ce moment? Oui, je vais te montrer. C'est un projet très important sur lequel je travaille en ce moment. Le projet s'appelle Khatat, ça veut dire calligraphie. L'idée est de créer une base de données parce qu'il n'y a jamais eu d'archivage de l'héritage des calligraphes qui disparaissent. Et donc, avec ce projet, on pourra conserver le travail des calligraphes du monde arabe. C'est la mémoire de l'écriture arabe que tu veux garder et offrir aux autres. C'est ici à droite, c'est au fond. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Je te présente Raphaël. Ah, salam alaikum. Ah, on fait 1, 2, 3. Tu es fort. Ah oui. Donc voici Abed El-Joukri, le calligraphe. C'est un des plus vieux et des meilleurs calligraphes d'Amman. Je trouve que ce petit magasin a beaucoup de charme. Il y a tous les pinceaux, la peinture. Et donc il inspire ton travail aussi. Bien sûr. Il était mon professeur, mon maître. Quelles sont les qualités pour être un bon calligraphe? Le métier de calligraphe, en fait, c'est un talent qui vient de Dieu. Et qu'est-ce que vous pensez du travail d'Ali? Ali, il essaie de faire des choses de bonne qualité. Et je suis fier de le connaître. Monsieur Abed, pouvez-vous nous faire une démonstration de votre calligraphie? Directement sur les réseaux sociaux. Une vidéo pour la postérité. Vidéo. Très connectée. Je me permets de vous dire que votre bureau est quand même un tout petit peu dérangé. C'est une sorte de capharnaüm. Oui, c'est vrai. C'est parce que la nature de l'artiste, c'est le désordre. De toute façon, du chaos naît la création, c'est évident. Exactement. Ah, j'adore. Shukran. Merci beaucoup. Merci. Très très fort. Non, je garde précieusement. C'est un très beau cadeau. Très beau souvenir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Regarde, c'est Abed El-Joukri. C'est son style. Ouais, c'est sa signature. Ce barbier est réputé car le roi Hussein se fait couper les cheveux ici. Ouais, le père du roi actuel. C'est lui sur la photo là-haut. Et un petit côté suranné que j'aime bien. Là aussi, c'est Abed El-Joukri. Ah oui, il est partout. Et je voudrais te faire goûter quelque chose. Ici, ils font des desserts vraiment traditionnels. Tu devrais essayer Larissa. Là-bas? Ah ouais, je veux bien. Comment ça s'appelle déjà? Harissa. Harissa. Ça fait du bien de se poser un tout petit peu. Mais dans toutes ces ruelles, comment tu fais pour te repérer? Parce que tout est complètement entremêlé. C'est tout le charme en fait, de se perdre. Tu te balades sans carte, et tu demandes aux gens, et tu apprends à les connaître. Ou tu suis des calligraphies, des typographies. Exactement. Pas mal. J'ai vu que là-bas, qu'il y avait du pain qui tombait du ciel. Il y a toujours du mouvement
vivant ici, il y a les pains qui tombent du ciel, ceux qui sortent du four, les gens qui arrivent. J'aime cette ambiance. Should try this one. Ouais, merci. Yeah, Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Pour un barbier. Exactement. On a aussi travaillé avec Abed. Avec ton maître que j'ai rencontré tout à l'heure. Beau boulot, hein? Merci beaucoup. Bon, Raphaël, il faut que j'y aille. Merci beaucoup, Ali. Je sais que tu es très pris. Et merci de m'avoir fait découvrir Amman. À bientôt, salut. Ciao. Shukran. Le kéfier, cette coiffe arabe que l'on voit partout en Jordanie, est d'abord un outil de travail paysan. Il protège de la poussière, de la chaleur et du froid. La calligraphie a dessiné ses motifs, et de fil en aiguille, chaque nation arabe s'est cousu le sien. Al-Salt est l'ancienne capitale de la Jordanie. Tous les matins, les cheikhs trônent sur la place. Ils portent le kéfier jordanien rouge et blanc. Les cheikhs sont les respectés, les fortunés, ceux qui peuvent s'offrir un kéfier de qualité. Encouragez-le. Une pierre à la fois. Doucement, doucement. Allez, joue. Non, non, non. Mets la pierre à sa place. Allez. Mets la pierre ici. Félicitations, t'as perdu. Le pauvre. Le kéfier est un symbole de virilité. Enfant, dès l'âge de 6 ans, on crâne à l'école avec son kéfier. C'est à celui qui le portera le mieux. En portant le kéfier, on devient un homme. C'est notre symbole jordanien. Notre leader, le roi Abdallah II, que Dieu le garde, le porte. On en est fiers. Le fil de l'histoire a fait du kéfier jordanien un symbole identitaire. Il porte le rouge de la révolte arabe menée contre l'Empire ottoman en 1916. Abou Ashraf était militaire. Aujourd'hui, il convoque son fils aîné au Diwan, le salon où les hommes reçoivent et causent. Sur cette photo, tu avais 1 an et demi et je t'entraînais déjà à porter le kéfier. Depuis 30 ans, il est toujours sur ma tête. Je ne sors jamais sans le mettre. Je me sens bizarre sans kéfier. Les gens trouveraient ça bizarre si je ne le portais pas. Je suis habitué à mes habits, c'est mon look. Ce kéfier, c'est mon père qui me l'a donné. Je te le donne parce que c'est la fierté de notre clan. Tu dois le conserver et tu l'offriras à mon petit-fils. Si une fille te plaît et que tu veux qu'elle le sache, en le portant à gauche, penché, elle comprendra que tu la désires. Comme ça. Porter au milieu de la tête, ça voudra dire que tu es sérieux, un homme éclairé. Merci, papa. J'ai été loyal envers mon père. J'aimerais que mon fils en fasse autant. C'est une façon de montrer son respect et sa reconnaissance envers le père. L'idée qu'il ne porte pas le kéfier est impensable pour moi. L'aîné de la famille a des responsabilités. Je dois faire le maximum pour me rapprocher et ressembler à mon père. Ashraf est étudiant. À l'université, il porte le kéfier. Depuis les années 2000, ici comme dans toutes les métropoles du globe, il est à la mode. Popularisé par Yasser Arafat, le noir et blanc était le symbole de la lutte palestinienne. Et au fil du temps, la tendance en a brodé de toutes les couleurs. Aujourd'hui, les concurrences indiennes et chinoises ont percé le marché du kéfier.
Il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous apprendre la manière la plus simple de faire le kéfier, celle qu'on appelle al-badieh, le désert dans le dialecte jordanien. On commence toujours par l'aiguille de haut en bas. Mariée à 15 ans, Ouda a tout appris avec sa belle-mère. Je suis fière. Lorsque je m'assois avec ces femmes pour leur transmettre mon savoir, je ressens quelque chose de très fort. Ça me ramène 25 ans en arrière lorsque j'étais plus jeune. Bien sûr que je porte le kéfier. Les femmes le portent juste différemment des hommes. Elles le plient en deux et le nouent comme ça, de façon à ce que ça ne les gêne pas pour travailler. Protégé du soleil, de la poussière ou du froid. Le kéfier reste un outil de travail. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, il est porté par les armées de l'OTAN et du Commonwealth lorsqu'elles partent en guerre dans le désert. Bonjour. Salut Paris. Ça va? Comment ça va? Ah, très bien, bien dormi. Ouais. Ok. Allez, je te suis. J'avais pas vu qu'il y avait des chiens derrière. Ils s'appellent comment? Dom, c'est le noir, et Lucie, le blanc. Ils viennent avec moi partout. Ils m'accompagnent au boulot, à l'usine et à la ferme que je vais te montrer. Là où je vais, ils viennent. Et la ferme où on va, c'est une ferme familiale? C'est la ferme d'amis qui me sponsorise en tant qu'athlète professionnel, car je suis cavalier dans l'équipe jordanienne. C'est très proche du centre-ville de Madaba. Mais avant, je vais te montrer une église très importante à Madaba, dans la partie historique. Il y a beaucoup d'églises à Madaba, mais celle-ci est vraiment particulière et je veux te la montrer. C'est l'église Saint-Georges. Et il y a une communauté chrétienne importante ici? À Madaba, à peu près un tiers de la population est catholique, 2 tiers musulmans. La Jordanie a toujours été un endroit de diversité, de tolérance. Tout le monde cohabite ici. Ouais. Nous sommes dans l'église Saint-Georges. Je veux te montrer quelque chose de vraiment spécial. C'est cette carte en mosaïque sur le sol, juste là. C'est une carte très ancienne qui date de la seconde moitié du VIe siècle après Jésus-Christ. C'est la plus vieille carte connue dans l'histoire de la Palestine et la Terre sacrée. Si je ne me trompe pas, là, c'est la mer Morte, c'est ça? Tu peux voir Jérusalem, Jéricho, et en bas, tu peux voir la mer Méditerranée. Elle était plus grande avant? Bien plus grande, oui. Avant, cette mosaïque couvrait 90 mètres carrés. C'est émouvant de se dire que c'est une des plus vieilles cartes de la région. Ce trésor nous rappelle que la Jordanie est sur une terre sainte. La Jordanie a vu beaucoup de civilisations tout au long de son histoire. Ce que l'on connaît des sources de la civilisation humaine est en Jordanie. Tout a commencé ici, dans cette région, dans ce pays. Ok, Raphaël. Je photographie encore une dernière fois la carte. Tu la mémorises? Allez, Donc, tu es sponsorisé pour les chevaux, mais tu as un autre métier à côté. Oui, oui. J'ai 2 métiers. Un à Amman, dans l'usine pharmaceutique de ma famille. Et mon second métier est cette ferme. Je monte à cheval, je suis considéré comme l'entraîneur sur la ferme. Bienvenue à la ferme. On va pouvoir lâcher des chiens.
Allez! Il y a plein d'animaux. Il y a même des pans. Ouais, ce sont des pans. On rentre dans ton univers. Ce sont tous mes amis. T'as quoi comme type de chevaux ici? Il y a 29 chevaux. 7 chevaux de saut pour la compétition. On a des pur sang arabes. Ils sont plus pour la beauté. Et ils sont réputés pour leur vigueur et leur endurance. Et sinon, on a d'autres chevaux à monter, plus pour les familles, des poneys pour les enfants et que j'entraîne un peu. En tout cas, ceux-là ont l'air très heureux. Oui, oui. Les Bédouins ont une longue histoire avec les chevaux. Pour eux, chacun doit savoir s'occuper des chevaux. Le prophète dit que chacun doit apprendre à son enfant à nager, tirer à l'arc et monter à cheval. Ce sont les 3 choses qu'on doit apprendre aux enfants. Et ici, une petite surprise. Ils sont plus petits que les autres, ouais. Hey! Ah, le stress. Toi, tu préfères la vie à la ferme ou en ville? C'est comme ma maison, tu sais. Je me sens plus chez moi ici qu'à la ville. Je comprends mieux les animaux que les gens. Les gens sont compliqués, pas les animaux. Regarde comment je fais. Je laisse la liberté à mon cheval pour qu'il prenne la bonne direction. Allez, Faisal, saute après moi. Ça me stresse. Allez, reprends le contrôle de ta monture. Allez, plus vite. Allez, encore. Allez. Faisal, c'est beaucoup mieux comme ça, continue. C'est bien. Et là où vous entendez bien, vous êtes bien synchro avec Cassini? Je lui ai appris tout ce qu'elle sait depuis qu'elle est petite. Maintenant, elle a 7 ans et elle commence la compétition dans de grandes manifestations. Je pense, oui, je pense que l'on se comprend vraiment bien. En arabe, mon prénom Faris signifie cavalier. Tu étais prédestiné à être cavalier? Ouais, exactement. J'étais prédestiné à faire ça. Et si tu devais choisir entre la société familiale et les chevaux, tu ferais quoi comme choix? Tu sais, j'ai vraiment de la chance de ne pas avoir à choisir. Comme je travaille dans l'entreprise familiale, j'ai la possibilité de monter à cheval et de faire des compétitions, de prendre un jour de congé pour m'occuper des chevaux. Et en même temps, les chevaux me permettent d'assouvir ma passion. Et c'est tout ce que je demande. Merci. Merci pour cette journée. Merci d'être venu avec nous. Je suis content d'avoir partagé ma passion des chevaux avec toi. C'est une nouvelle façon de découvrir la Jordanie et elle risque de faire beaucoup de bruit. Les locaux comme les étrangers, tout le monde s'étonne de nous voir rouler. Ils sont surpris, ils ne s'attendent pas à trouver un groupe de bikers en Jordanie. Ils sont bien disciplinés, bien alignés et roulent en nombre. Car faire de la moto en Jordanie est un luxe presque nouveau. Avant 2008, elles étaient formellement interdites car il y avait trop d'accidents sur les routes. Proscrites pendant près de 20 ans, les 2 roues ont retrouvé le bitume. Le roi Abdallah II, lui-même motard, a permis ce retour. Ça va bien. Mais le road trip oriental se conjugue aussi au féminin.
Maya est la première bikeuse de Jordanie à avoir osé la moto. C'est notre modèle. C'est malin, maintenant je rougis. En fait, j'ai passé mon permis en 1999 et ensuite j'ai été contrainte de le ranger. Alors, quand les motos ont été autorisées, j'ai acheté ma première Harley. C'est une expérience différente. Ça permet de voir les paysages autrement. En voiture, on ne voit pas autant. On ne perçoit pas les odeurs, on ne ressent pas les choses. Depuis, ils sont de plus en plus nombreux à découvrir leur pays en moto et un vent nouveau souffle sur la Jordanie. Nous avons tous été influencés par la culture américaine. Être différent, libre, rouler avec fierté, vivre une histoire de fraternité. C'est ça la fraternité dont je parle. Mais la comparaison s'arrête là, car pour le reste, ce sont des spécialités locales à déguster. Les keftas sont prêtes. On roule en famille. Avec ma femme, on partage tout. Les enfants, la maison, les loisirs, tout. Si je veux m'amuser, je veux le faire avec ma femme. Oh, c'est mignon. Ça, c'est mon chéri. Aujourd'hui en Jordanie, c'est le vendredi des familles, le premier jour du week-end. Tout le monde va à la mer Morte, y compris les motards jordaniens qui espèrent dynamiser le tourisme. Avant l'autorisation, la plupart des motards ne connaissaient pas les sites touristiques du pays. La première fois que je suis allé à Petra, c'était en 2011 et avec ma moto. La Jordanie espère déjà attirer tous les motards du Moyen-Orient pour admirer ce nouveau royaume du deux roues. Salam alaikum. J'ai rendez-vous avec Moslem. C'est ça? Bienvenue Raphaël. Salam alaikum. Alaikum salam. Bienvenue ici Wadi Rum. Merci. C'est beau, hein? Je pense que je viens de vivre l'un des plus beaux trajets de ma vie. Ouais, c'est beau, hein? Ah, c'est fantastique. Ouais. On a l'habitude des déserts avec des dunes de sable. Ouais. Mais là, ces montagnes de grès brun qui jaillissent. Ouais, oui, c'est vraiment bien de faire le trajet avant le coucher du soleil. C'est splendide. Tu vas être bien là. Ah, c'est parfait. Tu vois cette montagne? Elle s'appelle Jabal Khazali. Ouais. Le coucher de soleil de ce côté est vraiment très très beau. D'un seul côté, comme ça. C'est de la chèvre, avec des légumes. 1, 2, 3. Ah oui, il y a plusieurs étages. Ouais. Ça donne faim. Miam miam.
Dans le Wadi Rum, comment vivent les Bédouins? Est-ce qu'il y a encore des nomades avec des caravanes de dromadaires ou tout le monde a des 4x4? Avant, tous les Bédouins vivaient dans le désert. Mais maintenant, ils vivent aussi dans les villages pour faire du commerce. Mais surtout pour envoyer leurs enfants à l'école, car... Tu sais, c'est très important l'école. J'ai 8 enfants. 8? Ouais, 8. 4 garçons et 4 filles. Et toi, tu te vois un jour quitter le désert? Pour moi, c'est impossible de quitter le désert. Le désert, c'est le meilleur endroit pour moi. C'est chez nous, tu sais. Et j'ai hâte de le découvrir demain avec toi. On verra des choses vraiment très belles demain. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. N'aie pas peur. Rapproche-toi. Ouais. Hop, hop, hop. J'ai peur qu'il me... Ah, il a faim, lui aussi. T'as passé une bonne nuit, Aslam? Ouais. Ouais. Et toi? Ouais, très bien. Oh là là. Elle est vraiment inquiète à propos de son petit. Ah oui, c'est pour ça. Elle est nerveuse. Je sais pas où est parti le bébé. Il est plus loin là-bas. Je vais le lâcher. Ok. Bon, sinon à part ça, aujourd'hui, nous allons aller dans une magnifique piscine. Non, sérieusement. Non, je plaisante. Attends, là, moi, tiens, on est près derrière avec les enfants. Ouais, avec Hamza et Bilal. Shukran. Alors là, si c'est la panne sèche, on est mal. Non, non, c'est bon, on va juste remettre un peu d'essence. Ah, ça marche, hein? Ouais. Super. Yallah, c'est parti. Allez. Shifumi. Shifumi. Vous voyez ça? C'est le pont. Lungfrut. Une arche naturelle. C'est quoi la technique? Comme ça. Et comme ça. Ok. Technique bédouine. Regarde les enfants. Ouais, j'arrive. Je m'en rends pas compte de l'étendue du Wadi Rum. Ça fait combien de kilomètres carrés? Le Wadi Rum, c'est très très grand. Ça représente 500 km². T'as commencé quand à escalader? J'étais avec mon père. Il était chasseur dans les montagnes. Et petit à petit, j'ai appris à grimper avec lui. Il m'a fait découvrir ces montagnes. Et après tout ça, j'ai fini par acquérir mon propre matériel. Il y a beaucoup de voies comme celle-là
dans le Wadi Rum. Oui, il y en a beaucoup des comme ça. Tu pourrais passer la journée à les escalader. Maintenant, tu peux y aller. Ne t'inquiète pas, je t'assure. Ça tient, ça. Bravo. Voilà, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Bravo. Inside, put it, voilà. Voilà. You arrive? Ouais. Tu aimes la vue, n'est-ce pas? Ah ouais, sublime. C'est très très beau. Je suis très heureux de finir avec ces paysages du Wadi Rum. C'est des paysages qui inspirent à la fois beaucoup de sérénité et beaucoup d'humilité. J'ai une chance incroyable de pouvoir circuler dans ce pays, mais cette liberté implique aussi des devoirs, celui de continuer à protéger, à conserver cet environnement, que ce soit Petra, la mer Morte, la mer Rouge, pour que tes enfants, les prochaines générations, puissent eux aussi s'abandonner à la beauté du monde. Moi, j'ai profité encore une dernière fois des paysages et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouveaux voyages à partager ensemble. Merci, shukran. Avec plaisir. Magnifique. I hope you like it. C'est un très beau cadeau. Hey, salut toi, ça fait combien de temps que tu vis dans le Wadi? Toi, tu cherches, hein? Ouais, je cherche, ouais. Mais il est fou celui-là. Toi, tu cherches, hein? Ah ouais, c'est toi qui me cherches. Fais gaffe, hein? Ouais, fais gaffe toi.